Bonjour à tous, donc voici la deuxième partie de la correction du médian de PS94, donc avec donc un deuxième exercice toujours consacré au régime continu, donc à savoir avec un circuit constitué uniquement de sources de tension et de sources de courant constantes et de résistance. Et donc l'exercice traite d'un circuit avec différentes méthodes, hein. Loi de Kirchhoff, mise en équation avec un système de n équations à n inconnues, mise en œuvre du théorème de superposition dans un deuxième temps, et utilisation du théorème de Millman sous une forme, une sorte de théorème de superposition hybride. Donc vous avez ici le schéma du circuit avec les valeurs des paramètres, hein, donc c'était le début de l'énoncé, et vous avez la première question de la partie 1 qui traite de la méthode basée sur les lois de Kirchhoff. Donc la première question à se poser avec cette méthode, c'est déterminer le nombre de courants inconnus indépendants dans le circuit. Et donc pour calculer ce nombre de courants inconnus indépendants, en règle générale, on utilise une, une équation avec un certain nombre de paramètres à identifier dans le circuit. Donc la première chose à déterminer, c'est le nombre de nœuds. Le nombre de nœuds, donc il est important de noter la remarque qui est à côté du schéma. Un point de connexion n'est pas nécessairement un nœud. En fait, il y a un certain nombre de points de connexion qui sont classiques dans des schémas pour bien marquer une interconnexion entre des fils. Mais donc tous ces points d'interconnexion ne sont pas forcément des nœuds. Pourquoi? Tout simplement parce que certains peuvent être fusionnés. Donc là, très clairement, on voit le point X qui est clairement un nœud, parce qu'il relie plus de deux éléments entre eux. Donc en règle générale, ce que je vous ai dit en cours, c'est qu'on considère qu'un nœud, c'est un embranchement vers plus de deux composants. Sinon, entre R1 et E1, on aurait un nœud. Alors ça peut être une façon de compter, mais donc dans le cadre du cours, je vous ai dit que ce qui comptait, c'était des embranchements à plus de deux composants. Donc X, c'est clairement le cas, avec R1, R2, R3 et la source de courant J. Par contre, tous les autres points, en fait, ils sont reliés par des fils au point qui est noté M. Donc en fait, le seul nœud qui existe, à part X, c'est le point M. Il n'y a que deux nœuds. Une fois qu'on a le nombre de nœuds, il suffit de compter le nombre de dipôles qui relient chacun de ces deux nœuds. Donc on voit par exemple que E1R1 est un de ces dipôles, donc ça compte pour une branche. E2R2 pour une autre branche, vu qu'on part également de M. La source de courant J est une troisième branche. Et le dipôle E3R3 est encore une autre branche. Donc en fait, des nombres de branches, il y en a 4. Ensuite, on doit compter le nombre de courants, de sources de courant. En fait, on a une seule source de courant, J. Les autres sources sont des sources de tension. Donc, une source de courant. Et donc, le nombre de courants inconnus, si le nombre de branches, on le note B, si le nombre de nœuds, on le note N, si le nombre de sources de courant, on le note NI, eh bien, le nombre de courants inconnus, c'est égal à B moins N-1 moins NI. Et donc, si on fait le calcul, eh bien, on trouve 4 moins 2 moins 1, donc c'est-à-dire 1, moins 1. Donc 4 moins 1 moins 1, ça fait 2. On a deux courants inconnus dans ce circuit. Ensuite, question 2, 1.2.
on se focalise sur le nœud X et on vous demande de montrer que le courant I3 peut s'exprimer en fonction du courant I1, du courant I2 et de J. Donc en fait, il suffit d'écrire l'équation au nœud. L'équation au nœud X, si on fait la somme des courants entrants, on a I1 plus I2 plus I3. Donc ça, c'est la somme des courants entrants. Et donc c'est égal à la somme des courants sortants, mais il y a un seul courant sortant qui est J. Et donc on est capable de dire que I3 est égal à I3 est égal à J moins I1 moins I2. Donc ce qui est l'étape logique suivante pour mettre en équation le circuit. En fait, on a identifié qu'on a besoin que de deux courants inconnus, I1 et I2. J n'est pas un courant inconnu, c'est un courant imposé par la source de courant J, dont on connaît la valeur, et donc I3 doit être exprimé en fonction du reste, pour à la fin aboutir à un système de, comme on a deux inconnus, on a besoin d'un système de deux équations à deux inconnus, qui seront I1 et I2. À partir de là, on vous demande d'écrire les équations des mailles 1 et 2 en respectant les sens de parcours indiqués et en exprimant les tensions en fonction de I1, I2 et J uniquement. Donc là, il y a juste la question. Là, juste après, j'ai reporté le schéma et donc en fait, les courants I1, I2 et I3 sont déjà indiqués sur le schéma. Donc la seule chose que j'ai rajouté ici, c'est les tensions aux bandes des résistances R1, R2 et R3, convention récepteur, application de la loi d'Ohm. Donc le courant I1 va vers le nœud X, donc la flèche de tension va dans le sens opposé, et c'est le cas pour I2 et pour I3. Donc R1, I1, R2, I2 et R3, I3 sont orientés dans le sens évoqué. Et donc en fait le I3, donc on va s'en servir pour la mise en équation, mais il ne faudra pas oublier de remplacer I3 par son expression qu'on vient d'établir à la question précédente. Donc on peut poser les équations de maille. Équation des mailles 1 et 2. En fait, elles sont déjà notées, et donc là c'est un peu effacé, mais donc je vais reporter. Il y a la flèche qui est indiquée pour le sens du parcours, pour I1 et pour I2. Donc alors le sens de parcours il est arbitraire, mais bon, il est indiqué. Donc on va le suivre. Donc E1 est dans le sens du parcours, donc je compte plus E1. Ensuite R1 I1 est dans le sens opposé, donc moins R1 I1. Ensuite R3 I3 est dans le sens du parcours, donc je le compte positivement, plus R3 I3. Et E3 est dans le sens opposé au parcours, donc je le compte négativement, moins E3. Et donc ça c'est égal à 0. Donc ça c'est la première équation. La deuxième équation, c'est l'équation de la maille 2. Donc je la parcours dans le sens des aiguilles d'une montre. E2 est dans le sens du parcours, donc je compte plus E2. Ensuite moins R2I2. Ensuite plus R3I3. Et pour finir, moins E3 est égal à 0. Et donc je peux remplacer I3 par I3 est égal à J moins I1 moins I2. D'où l'équation 1, ça sera E1 moins R1 I1 plus R3 facteur de J moins I1 moins I2 moins E3 égale à 0. Et l'équation de la maille 2, eh bien je fais exactement la même chose. E2 moins R2I2, R2I2, pardon,
plus R3 facteur de J moins I1 moins I2 moins E3 égale à 0. Donc voilà la mise en équation. Et c'est uniquement la mise en équation qui nous est demandée à cette question-là. Ensuite, on vous demande de résoudre le système. Donc là, je vais peut-être être amené à utiliser plusieurs slides pour faire pour faire tout ce calcul-là. Donc je copie les équations. Première chose. Et donc le principe pour résoudre un système, ça va être d'utiliser une méthode de substitution. Oups, j'ai un peu déplacé. Oups. Voilà, c'est revenu comme il faut. Donc l'équation 1. Bon, je ne vais pas noter en chiffres romains, je vais garder la même notation. Équation 1, équation 2. Équation 1, l'idée c'est par exemple d'écrire I2 en fonction du reste. Donc là, je vois que j'ai un terme R2I2 unique, donc je peux le faire passer de l'autre côté. Moins R2I2, ça devient plus R2I2 de l'autre côté, R3I2, pardon, de l'autre côté. Et en fait, à la fin, je veux I2 égale. Donc en fait, ça sera 1 sur R3 facteur de, donc je réécris l'équation telle quelle avec le terme R3I2 en moins. Donc E1 moins R1I1 plus R3 facteur de J moins I1. Et pour finir, moins E3. Donc voilà l'expression du courant I2. Alors je peux éventuellement mettre les termes qui sont parfaitement connus ensemble et le courant I1 à part. Donc je peux parfaitement écrire 1 sur R3, facteur de E1, plus R3J, moins E3. Donc les termes qui sont là, là et là. Et ensuite, je vois qu'il va rester du moins R1I1 moins R3I1. Donc en fait, je peux factoriser et ça va me faire du R1 plus R3 fois I1. Voilà. Et donc ce résultat-là, on va pouvoir le réinjecter dans l'équation 2. Alors, je vais essayer de recopier tout ça. CTRL C sur un autre slide parce que j'ai plus la place. CTRL V. Réinjecter dans l'équation 2. Alors, l'équation 2, je vais la recopier. Donc de la même manière, en fait, on va être amené à rassembler les termes connus d'un côté et les termes inconnus de l'autre. Et les termes inconnus, ça va se résumer à une expression en fonction de I1 et de I2. Et on va remplacer I2 par son expression. Donc, première étape, je rassemble les termes qui vont me servir. Donc, R3I1, donc en fait, je vais faire passer tous les termes inconnus de l'autre côté, en fait. Donc, je vais avoir du E2 moins, plus R3J moins E3 égale à,
R2 I2 plus R3 I2 plus R3 I1. Et donc, j'arrive pas à retrouver ma souris. Donc, l'idée, ça va être d'écrire donc E2 plus R3J moins E3 égale à R2 plus R3 facteur de I2 qui vaut 1 sur R3 entre parenthèses E1 plus R3J moins E3 oui, j'aurais pas dû fermer la parenthèse. E1 plus R3J moins E3 moins R1 plus R3 fois I1, fermez la parenthèse, plus R3 I1. Et donc là, je vois que j'ai une équation qui ne fait plus apparaître que l'inconnu que je recherche, I1. Alors, là encore, je vais faire un copier-coller parce que j'ai plus de place. J'espère que ce dernier slide va suffire pour poser l'équation. Donc si je rassemble les termes qui sont déjà connus d'un côté et que je laisse uniquement les termes en I1 de l'autre. Donc je vais mettre à gauche les termes en I1. Donc je vais avoir une grande parenthèse avec R3 plus R2 plus R3 facteur de ah pardon, c'est un moins en plus. R3 moins, parce qu'il y a un moins ici. R2 plus R3 fois R1 plus R3 divisé par R3, le tout fois I1 égale, et donc tous les termes que j'avais à gauche, bah, je les conserve, j'ai E2 plus R3J moins E3, et ensuite je fais passer tous les termes qui étaient à gauche, oui, qui étaient à droite, pardon, je les fais passer à gauche. Donc je vais avoir du moins R2 plus R3, ça va être un peu tassé, divisé par R3, facteur de E1 plus R3J moins E3. J'avais un peu de place, comme d'habitude, j'ai toujours tendance à ne pas utiliser le bord gauche de la feuille. Donc je vais gommer tout ça. J'espère que là ça tient. R3J moins E3. Et donc là, c'est un petit peu lourd à écrire. Donc plutôt que d'inverser l'expression littérale, donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire une application numérique de cette partie-là et une application numérique de cette partie-là. Parce qu'au bout du compte, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs numériques. Donc ça, l'application numérique, ça donne 0,279 et c'est des volts, hein, c'est des volts plus des volts plus des volts, hein, etc., etc. Tandis que la partie gauche, c'est homogène à des ohms. Et donc là pour le coup c'est négatif, hein. Moins 0,197 ohms.
Et donc, on aboutit à, dès que j'aurai retrouvé ma souris, on aboutit à un courant I1 qui est à peu près égal à donc moins 0, enfin 0,279 divisé par moins 0,197, ça fait moins 1,42 ampères. Et donc, ça, c'est le premier courant inconnu. Et une fois que vous avez ce premier courant inconnu, vous en déduisez I2, parce qu'on a l'expression. Donc, il faut réinjecter la valeur de I1 dans l'expression de I2 et faire l'application numérique. On trouve 0,987 ampères. Et la loi des nœuds qu'on a établie dès la première question, I3, qui vaut J moins I1 moins I2, donne 0,483 ampères. Voilà. Donc une fois qu'on a déterminé la première inconnue, les autres sont faciles à déduire. Alors, il reste une question en fait, c'est et j'ai plus la place malheureusement, donc je vais être obligé de rajouter un slide. À partir de ces résultats, il suffit de noter que V, la tension aux bornes de J, peut s'écrire. Alors c'est pas une solution unique, hein, V égale à E1 moins R1 I1 par exemple. En fait, si on regarde l'équation de la maille, on trouve ce résultat là. Et donc une fois qu'on a ce résultat là, par exemple, on peut faire l'application numérique et on va trouver moins 1, moins plus 1,4. Décidément. Oups. Bon, maintenant j'ai éteint ma tablette. Quelques secondes avant de pouvoir écrire la suite. 1,47 volts. Donc avec la valeur numérique de E1 et la valeur numérique de R1 et le résultat de 1,42 ampères qu'on avait déjà, on trouve 1,47 volts. Mais on pourrait tout aussi bien écrire que V est égal à E2 moins R2I2 ou E3 moins R3I3. Le résultat serait le même aux erreurs d'arrondi près, hein, bien évidemment. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc là encore, j'ai encore perdu ma souris. Question 5 maintenant, 1,5. Quelle est la pile la plus sollicitée? Alors là, c'est sujet à interprétation. L'hypothèse ici, c'est le I max en valeur absolue. Alors, pour ceux qui avaient répondu à la question en prenant le I max, le plus grand courant positif, ça peut être compté juste. De toute façon, là, c'est un calcul un petit peu théorique. D'ailleurs, ça serait pas des piles forcément, ça pourrait être ce qu'on appelle des piles rechargeables, improprement d'ailleurs, plutôt des accumulateurs, avec un courant négatif qui fait qu'on recharge un des accumulateurs qui est un peu déchargé. Et donc là, le calcul que je prends, c'est pour I1. Le courant le plus grand en valeur absolue, c'est bien le courant I1. Si on revient ici, on a 1,42 ampères pour I1. Et donc après, le calcul, c'était juste pour voir ce que vous faisiez avec une bête analyse dimensionnelle. En fait, pour avoir une durée, si on vous donne une capacité en milliampères heure, si vous la divisez par des milliampères, vous allez trouver des heures. Donc,
la durée, ça serait 0,5 ampères heure, 500 milliampères-heure, 500 milliampères-heure, ça correspond à 0,5 ampères-heure, divisé par 1,42 ampères, ça va vous donner des heures. Donc 0,35 heures. Et donc si on convertit 0,35 heures en minutes, bah, ça correspond à 21 minutes. Donc c'est une durée assez brève. Bon, il faut dire que le courant est très important au regard de la capacité en milliampères heure. Il n'est pas certain d'ailleurs que l'accumulateur soit capable de fournir ce courant-là sans être endommagé. Ça n'est pas une certitude. Bon, ça c'est un point de détail technique. Au niveau des calculs, le tout c'était d'identifier qu'en divisant des ampères-heure par des ampères, vous alliez trouver des heures et donc une durée de vie entre guillemets du circuit. Ensuite, on vous propose d'étudier ce montage avec une autre approche, une autre méthode de calcul, à savoir la méthode de superposition. Donc la méthode de superposition, en quoi ça consiste? Eh bien ça consiste à calculer la contribution de chacune des sources indépendamment les unes des autres. Donc on en garde une allumée et on annule les autres. Et il faut se rappeler que quand on annule une source de tension, on la remplace par un fil, et quand on annule une source de courant, on la remplace par un circuit ouvert. Donc à la question 2.1, on vous demande de calculer la contribution de la source J, qu'on note VJ. Attention, hein, VJ, ça n'est pas la tension aux bornes de J dans l'absolu, c'est la partie de la tension V que l'on cherche à calculer, qui est la tension aux bornes de J, hein, au global, mais qui est due uniquement à la source J. Là, il y avait des mauvaises compréhensions au niveau des notations, en tout cas dans les copies, j'ai pu voir des notations un petit peu fantaisistes. Donc, l'idée, hein, c'est tout bête, hein, vous gardez la source de courant active, et toutes les résistances sont reliées à des fils. Les sources de tension disparaissent, ce qui fait qu'en fait, on peut redessiner le schéma comme ça. Alors vous pouvez le redessiner avec toutes les résistances du même côté, ou deux d'un côté, une de l'autre, peu importe. Le fait est, c'est que ces trois résistances sont en parallèle. R1, R2 et R3. Et en parallèle avec la source de courant J. Et donc, il est important de noter que le courant J est dirigé vers le bas et que la tension que l'on recherche, VJ, est dirigée vers le haut. Or, ce qu'on est amené à faire, ça va être de fusionner les trois résistances en parallèle. Vous allez avoir une résistance équivalente. Et le courant J, qui est dirigé vers le bas dans la source du courant, va remonter dans la résistance équivalente. Et la tension que l'on cherche, elle est dirigée vers le haut. Donc dans le même sens que J. Donc là, l'erreur à ne pas faire, il ne faut pas oublier de noter que VJ, ça sera moins R équivalent fois J. Et pas R équivalent fois J. Et avec R équivalent, qui est égal à l'inverse de la somme des inverses. 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc voilà ce qu'il fallait faire. Et donc l'application numérique, eh bien, la résistance, elle est à peu près égale à 20,3 milliohms. Et J, connaissant sa valeur, on trouve une tension VJ qui est égale à moins 1 millivolt. Donc attention au signe. Donc le fait est que la contribution de J, elle est toute petite, mais elle n'est pas nulle. Ensuite, on vous demande de procéder de la même manière en calculant la contribution de E1 à la tension V, qu'on note VE1. Donc on procède comme ceci, on garde E1 actif avec R1. Par contre, R2,
et R3 sont en série avec des fils. Et la source de courant, elle a disparu. Parce que c'est un circuit ouvert, vu qu'on l'a annulé. Donc VE1, eh bien on identifie, ça c'est très important de le noter, R2 et R3 sont en parallèle, donc la résistance équivalente est égale à R2, R3 sur R2 plus R3. Et donc cette résistance, c'est aux bornes de cette résistance que l'on cherche VE1, sachant que E1 alimente la mise en série de R1 avec cette résistance-là. Donc en fait, on a affaire à un pont diviseur de tension. Et donc la formule, bah, ça sera E1 fois donc, la résistance aux bornes de laquelle on cherche la tension, R2, R3 sur R2 plus R3, divisé par la somme de toutes les résistances, donc R1 plus celle-là, R2, R3 sur R2 plus R3. Et donc, une fois qu'on a la formule, on peut procéder à l'application numérique. Et donc l'application numérique vous donne 0,569 volts environ. Et puis bah, une fois qu'on a fait ce calcul-là, on a pratiquement fait le plus dur parce que le calcul suivant, c'est la contribution de E2 et la contribution de E2, bien en fait, mince, je vais garder une couleur blanche, E2, R2, R1 et R3 sont reliés à des fils et sont en parallèle. Et la source de courant est toujours disparue parce qu'elle est laissée ouverte, étant éteinte. Et donc là, on a VE2, la contribution de E2. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est remarquer que c'est exactement le même schéma que précédemment. La seule chose, c'est le nom des composants qui change. Donc VE2, ça sera un pont diviseur de tension. Donc E2 que multiplie la résistance aux bornes de laquelle on cherche la tension, qui est R1 en parallèle avec R3, donc R1, R3 sur, R2 sur R1 plus R3, divisé par la somme R2 plus R1, R3 sur R1 plus R3. Et donc là encore, on procède à une application numérique et le résultat nous donne 0,394 volts. Et bah, une fois qu'on a compris avec deux montages, le troisième est très simple, hein, c'est exactement pareil. La contribution que l'on va chercher pour E3, on a E3 en série avec R3. R1 et R2 étant en parallèle, et on cherche la tension aux bornes de ces deux résistances en parallèle, en lieu et place de la source de courant qui est toujours absente. Et donc ça, on le note VE3. Ici, on a R1 et R2, et on applique la même formule de pont diviseur de tension, mais cette fois avec E3 que multiplie, donc au numérateur R1, R2 sur R1 plus R2, divisé par R3 plus R1, R2 sur R1 plus R2. Et donc l'application numérique donne cette fois 0,508 volts. Et une fois qu'on a calculé les contributions de chacune des sources, il faut faire la synthèse. V est égal à VJ plus VE1 plus VE2 plus VE3. Donc la contribution de VJ est minime. Les termes prépondérants, c'est les trois autres termes. Et donc on trouve à peu près 1,47 volts, ce qui est cohérent avec la méthode précédente. Ce qui est
rassurant vu que les méthodes sont toutes équivalentes. Alors par contre, ce calcul nous donne V. Maintenant, il faut calculer les courants. Ça ne permet que de se focaliser sur une grandeur, en l'occurrence la tension aux bornes de la source de courant. Et donc, le truc à noter, c'est qu'une fois qu'on connaît la tension V, on sait que l'on a E1, R1, E2, R2, donc on a la source de courant, mais c'est pas important de la redessiner, on connaît la tension V. Et ce que l'on voudrait connaître, ce sont les courants I1, I2 et I3, sachant que la somme vaut J, vu qu'on a notre source de courant ici. Bon. Eh bien, en fait, pour pouvoir répondre à la question que vaut I1, que vaut I2, que vaut I3, en fait, il suffit de noter que la tension aux bornes de R1, c'est E1 moins V. D'où I1 est égal à E1 moins V sur R1. Et de même, I2 est égal à E2 moins V sur R2. Et I3 est égal à E3 moins V sur R3. Et donc bien évidemment, si on fait les applications numériques, on retombe sur les courants qu'on avait calculés. Il n'y a pas de surprise. Le V que l'on a trouvé ici est le même V que l'on avait calculé avec la méthode 1. Et donc si on déroule les calculs à l'envers, on va retomber sur les mêmes courants. Cela conduit aux mêmes valeurs numériques de I1, I2 et I3. Et donc, après cette méthode superposition, ce qu'on propose de faire ici, c'est une variante toujours de superposition, mais en utilisant le terme de Millman pour aller plus vite. Donc en fait, à la question 3.1, nous allons considérer une situation hybride par rapport à la partie 2 en supposant que seule la source de courant est éteinte, dessiner le schéma et identifier les branches en parallèle. Donc là, en redessinant le schéma sous une forme un peu plus propice à l'identification du terme de Millman, voilà ce qu'on a, je l'ai déjà dessiné précédemment. On a 3 sources type Thévenin, source de tension en série avec une résistance, en parallèle. Et donc, on souhaite calculer la tension V correspondante à la contribution de E1, E2 et E3. Donc, d'après Millman, donc d'ailleurs, Millman, il n'y a pas de zen, il n'y en a qu'un, eh bien, c'est E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et donc là, si vous faites l'application numérique, ça vous donne à peu près 1,472 volts. Bon, ce qui est logique, parce que donc, le 1,47 volts qu'on a calculé au total, vu que la contribution de J est de 1 millivolt, de toute façon, ça doit être assez proche. Donc précisément, la contribution c'est VJ égale à moins la résistance équivalente, 1 sur R1.
Donc l'inverse de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 fois J, en n'oubliant pas le signe moins, et donc on avait trouvé moins 1 millivolt comme application numérique. Ça ne change pas. Et donc, le résultat global, V, c'est le V Millman, donc qui est en fait un calcul groupé des contributions de E1, E2 et E3 plus VJ. Donc en fait, le théorème de superposition, rien n'interdit de grouper plusieurs contributions ensemble. Si c'est facile à faire, autant le faire. La raison pour laquelle on prend les sources une par une, c'est qu'en règle générale, on espère que ça fera les calculs les plus simples possibles. Mais si on est capable assez facilement de calculer la contribution d'un ensemble de sources, autant ne pas s'en priver. Et donc là, c'est ce qu'on fait ici. Et donc, on retrouve 1,47 volts, même résultat qu'avec les autres méthodes. Ce qui est une règle très générale, si on ne s'est pas trompé, on doit toujours trouver le même résultat. Donc voilà, c'est tout pour cette correction. Donc, la démarche n'était pas forcément très compliquée, il fallait quand même une certaine rigueur, comme je l'avais indiqué en cours, et puis comme ça a dû vous être rapporté en TD, bien faire attention à redessiner le schéma, c'est pour ça qu'on vous le demandait explicitement, redessiner le schéma simplifié pour calculer les contributions de chacune des sources, et surtout bien faire attention aux orientations de ce que l'on recherche, et donc pour ne pas faire d'erreur de signe dans les contributions, parce que c'est vite arrivé. Et donc ça, pour le coup, la contribution de J a souvent été calculée à l'envers. Bon, ça, le fait est que au niveau de la valeur numérique, ça ne changeait pas grand-chose parce que la contribution est très faible, mais il faut bien faire attention à ça quand on applique le théorème de superposition. Et puis pour le théorème, pour les lois de Kirchhoff, là il n'y a pas de secret, il faut vraiment être très rigoureux dans le comptage des tensions dans l'application des lois des mailles, et ensuite appliquer une démarche de résolution de système d'équations en évitant de se compliquer la vie. Et donc, parce qu'on voit vite que les équations deviennent lourdes à manipuler. Donc ça demande un peu de pratique pour éviter d'avoir des expressions monstrueuses avec des gros risques d'erreur au niveau des applications numériques. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.